Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Préparer le futur africain est une émission culturelle, une émission économique, une émission sociale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'une association légendaire, une association créée par une femme de fer qui, à un moment donné, s'est dit, il faut que je crée Malaika. Malaika, c'est le nom de l'association. Une association qui fait de l'humanitaire, une association qui fait du culturel, une association qui lie le continent africain à l'Europe et au monde entier. Présenter Malaika. D'abord, bonjour. Bonjour, le plaisir est partagé et c'est un immense honneur aussi que vous me faites en m'ayant invité sur votre plateau aujourd'hui. Donc, je suis Ruth Solkem Naorngue. Comme vous l'avez si bien dit, qui vient du sud du Tchad, voilà, en Afrique centrale. Et j'ai créé l'association Malaika. C'est une longue histoire que je ne pourrais pas la compter en ce laps de temps sur le plateau. Mais sinon, Malaika a vraiment vu le jour le 29 décembre 2016 où nous avons décidé en petit comité d'organiser une assemblée générale constitutive pour pouvoir créer, fonder, comment dirais-je, fixer les bases, les statuts de l'association. Et voilà, depuis Malaika, qui signifie ange en français, est son petit bonhomme de chemin. Malaika a-t-il un local? Est-ce qu'il y a eu un siège, un bureau avec des personnes évidemment qu'on peut identifier? Euh, L'association, pour l'instant, c'est mon adresse personnelle qui sert d'adresse du siège social pour l'association. Nous n'avons pas encore obtenu de local. Et nous sommes au sein de l'association, au niveau du conseil d'administration, il y a une trésorière, une secrétaire, chargée de communication, chargée de projets d'événementiel, et puis voilà les autres membres d'honneur, sympathisants et les membres de l'association. Alors, ça tombe bien. Ça peut être un appel aux élus de votre région ou de votre quartier. Je ne sais pas dans quel quartier vous résidez. C'est Je un suis appel. actuellement dans le 13e arrondissement de Paris, Ah, mais je dépends de la ville de Paris. voilà. Donc, nous appelons les autorités du 13e de trouver un local, un bureau pour Malaika. J'espère que ce sera fait. Bon, j'espère qu'ils vous ont entendu. Ah, ils ont intérêt. Vous savez que Malaika fait beaucoup pour les gens qui n'ont pas de domicile. On ne peut pas ne pas trouver un CL, un bureau pour Malaika. Donc, de ce point de vue, c'est un appel pour qu'on vous trouve un local. Un local. On est d'accord? Oui, merci, monsieur Lansine Camara, notre baobab de la presse africaine. Mais Donc, oui. au-delà de, comme l'a si bien dit mentionné, c'est que l'association est d'ordre humanitaire, mais la particularité aussi, c'est que vous mettez en avant la culture et le stylisme, et surtout comme outil de transmission. Donc, pourquoi passer par cet art pour pouvoir aussi toucher un sujet aussi, je dirais aussi sensible, mais quand même assez commun euh, à ce que nous pouvons voir aujourd'hui en France, par exemple, ou même sur le continent. Donc, on va passer par la couture et le stylisme pour mettre en lumière justement la transmission d'une part de la culture et de deux, euh, permettre à travers ces activités et cet accent sur la culture que vous faites d'aider ceux dans le besoin, non les sans-abri. Bah, vous savez que selon la loi française, une association peut avoir un seul objet, un seul objectif.
C'est-à-dire que je pouvais juste faire la promotion que de la couture à travers le stylisme, la couture et contenter que de cela. Mais j'ai voulu voir les objectifs à long terme. Et c'était vraiment des questions qui me touchaient aussi personnellement. Donc, le stylisme, la couture reste une passion pour moi. J'ai pas pu devenir grande couturière ou une grande styliste, mais j'ai fait comment dirais-je, mes petits ateliers autour du tricot, des petites réalisations en couture et j'essaye de mettre cela au profit d'autres dames adultes comme moi ou soit de jeunes filles. Parce que à ses débuts, l'association, quand nous étions encore dans le 18e arrondissement, j'animais des ateliers autour de la couture et du stylisme. J'apprenais aux petites filles les défilés de mode et tout ça. Et donc, ça reste l'un des objectifs de l'association. Maintenant, l'association a trois objectifs. Le premier objectif, elle reste une association de solidarité locale et internationale. Et c'est dans cette solidarité-là qu'il y a la promotion, la valorisation, le côté culturel de l'association en aidant, en valorisant les stylistes et en faisant des formations et des ateliers pour les enfants et pour les adultes. Et l'autre volet, c'est la sensibilisation parce que je suis aussi du monde de la communication. Là où nos chemins se sont rencontrés à 23 ans aujourd'hui avec M. Lancine et Camara au centre d'accueil de la presse étrangère. Et donc, je me suis dit, comme je l'ai appris en formation, c'est qu'on a appelé la communication éducative, informer, éduquer, communiquer. Et c'est par là que passe la sensibilisation aussi. Donc, je fais aussi, je n'ai pas encore commencé en tant que tel, organiser des conférences. Peut-être qu'un jour, vous pourriez me servir de levier pour que je puisse organiser des conférences parlant de l'excision, de la dépigmentation, ou soit, je ne sais pas, de la gestion financière, ou soit d'autres questions, bien sûr. Et l'autre volet, c'est le volet humanitaire, en local ici et à l'international. En local ici, nous avons ciblé les sans-abri. Parce que vous savez que la question des sans-abri en France, on ne peut pas les ghettoiser. En quelque sorte, ce n'est pas un vouloir. Ça peut arriver à n'importe qui. Même moi qui vous parle, étant étudiante, j'ai frôlé la rue. Donc, c'est une situation où tu peux être en perte d'emploi, en perte de revenus, ou pour n'importe quelle situation, ou bien pour des conflits familiaux ou conjugaux, te retrouver du jour au lendemain à la rue. Et sans abri, deux fois dans le froid, sans repas chaud, sans vêtements chauds pour se couvrir, tout ça. Donc, c'est un constat qui est venu de ma fille aussi, qui souvent traverse le métro pour aller à l'école du 13e jusqu'à dans le 18e et qui un jour m'a rapporté, il m'a dit, maman, les écharpes et bonnets que tu tricotes beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi les distribuer aux sans-abri? Et c'est comme ça que naquit l'idée de cette opération qu'on a baptisée depuis Noël 2023, le Noël solidaire auprès des sans-abri du métro parisien. Si demain, Malaika s'agrandit, ça ne restera pas seulement que le métro parisien, on pourra aller dans d'autres villes françaises. Déjà, on a commencé à agir à l'international, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Bon, on a eu juste un après-midi de présentation de l'association, mais malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à avoir de représentants là-bas qui puissent vraiment nous relayer. Et récemment, on a essayé aussi, lors de notre dernier séjour au Sénégal, de former une petite équipe qui est en train de suivre l'avancement du dossier pour pouvoir obtenir une autorisation qui nous permettra de pouvoir, si les moyens financiers nous le permettent, et matériels et même humains, de pouvoir venir en aide aussi aux populations dans le monde rural et urbain.
Oui. Et comme vous l'avez dit, Malaika, ça va faire maintenant presque 10 ans, bientôt 10 ans que l'association existe. Quelles sont les rencontres que vous avez pu faire qui, humainement, vous ont marqué sur tout votre cheminement de vie associative et qui vous permettent aujourd'hui de, de maintenir le cap? Parce qu'on sait que, comme tout chemin entrepreneurial ou tout chemin associatif, on est confronté à des challenges ou à des problématiques. Mais au-delà de ça, quels sont les acteurs qui vous ont marqué par leur côté humain et qui vous ont donné les conseils qui aujourd'hui vous permettent de garder cette force? Quels sont les malaïkas que vous avez pu rencontrer? Oh, j'en ai pas mal rencontré, hein. Lors de la semaine africaine qui est organisée chaque année à l'UNESCO, où j'y vais depuis 2017, j'ai eu la chance d'avoir un carnet d'adresses et de faire la rencontre, que ce soit dans le monde du stylisme, ou soit de la littérature, ou soit diplomatique aussi, tout ça, des gens que j'ai rencontrés à qui je présentais l'association, les objectifs de l'association, tout ça, les difficultés que je rencontrais, les projets de l'association qui m'ont beaucoup encouragée, ou soit l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, ou l'ancien ambassadeur du Tchad en France aussi qui m'a rencontré personnellement. Et il y avait eu aussi, je crois, en 2017 ou 2018, notre ancien ambassadeur du Tchad en France aussi qui m'encourageait beaucoup. Dès que j'arrivais à l'ambassade et qu'il me voyait dans le hall, dit, ah, notre grande artiste et autres, tout ça, et qui acceptait de me donner des conseils, il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais, tout ça, qui malheureusement bon, a été appelé à d'autres fonctions. Et dans tout ça, des personnes emblématiques, des figures emblématiques, quelqu'un comme le roi de la sape, Joe Ballard, qui était un grand styliste aussi, que j'ai rencontré il y a quelques, je crois que ça fait maintenant 3 ans ou 2 ans que je l'ai rencontré personnellement, qui m'encourage beaucoup aussi. Et puis, en dehors de tout ça, ben, des amis, la famille, et puis j'ai suivi aussi la formation de gestion associative au niveau du carrefour des associations parisiennes. Et là, j'ai rencontré des promotionnaires aussi qui, même avant la fin de la formation, quand je leur parlais de cette passion et de ce projet, qui m'ont beaucoup encouragé aussi. Donc, j'ai beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations, tout ça, dans mon cercle. Alors, ma chère amie, lors de votre dernier voyage, je ne sais pas à quelle date ça remonte, au Tchad, Oui. votre pays d'origine, comment vous avez été accueillis? Quelles sont les personnalités qui vous ont approché? Quelles sont les associations qui vous ont approché? Bon, déjà, je commence par la fin de la question. Association, j'ai pas vraiment eu de rencontre avec d'autres associations au Tchad parce que j'étais personnellement beaucoup sollicitée par des radios, par des chaînes de télé, tout ça, qui voulaient que, comme on le fait actuellement, que je leur accorde une interview pour qu'ils découvrent c'est quoi l'association Malaika, qu'est-ce que l'association Malaika vient faire au Tchad, qu'est-ce que j'apporte au Tchad, quelles sont les petites réalisations qui ont déjà été entreprises, tout ça. Donc, ça fait que mon séjour était, je dirais, très sollicitée. J'ai été très sollicitée et de hautes personnalités que j'ai pu rencontrer, non, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est beaucoup plus des amis, la famille et les jeunes qui là-bas s'intéressaient aux objectifs de l'association. Donc, j'ai eu à former un bureau là-bas et engager une demande d'autorisation définitive pour pouvoir fonctionner et, dans le temps, pouvoir réaliser certains projets qu'on envisage
réalisé au niveau du Tchad. Donc, en gros, voilà un peu le cœur de mon séjour au Tchad. Et justement, par rapport aux associations, pour vous, est-ce que vous pensez qu'elles ont un rôle décisif pour œuvrer au développement du continent, œuvrer au développement des pays africains? Oui, je le pense bien. Je le pense bien sur le plan économique, sur le plan social, le plan culturel, tout ça, parce que je ne suis pas la seule association, je dirais, qui travaille avec la diaspora africaine ou qui travaille avec l'Afrique. Là-bas, il y en a plusieurs qui sont dans l'humanitaire, qui sont dans le culturel, dans le social, dans la communication, tout ça. Donc, même si je n'ai pas souvent voix au chapitre, mais je vois un peu ce qui se passe autour de moi à travers, bien sûr, des médias comme les vôtres, tout ça qui accorde la parole aux associations ou à travers des reportages qui sont réalisés aussi. Et je vois que les associations font bouger le continent. En tant que femme africaine, on doit vous poser des questions sur votre regard sur la situation, par exemple, de l'excision, ma chère amie, qui fait débat. On en parle partout, que ce soit au Tchad, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal. On parle de l'excision. Au En tant que Mali, femme africaine, quel est votre regard sur l'excision? Faut-il le supprimer? Faut-il continuer? Qu'est-ce que vous en pensez? bon, moi personnellement, je pense que l'excision n'est pas une pratique à encourager et à pérenniser parce qu'elle a des conséquences sur la santé de la femme. Elle laisse des séquelles, je dirais, psychologiques, des traumatismes et des séquelles, je dirais, aussi physiques. Donc, des difficultés à enfanter et pas mal des infections qui peuvent même être dramatiques, causer des cas de décès, tout ça. On a quelques réalisateurs qui essayent de réaliser des courts-métrages, tout ça pour sensibiliser la population. Et merci de m'avoir donné la parole parce que, comme je vous le disais, la sensibilisation en matière de santé ou pour les questions sociétales font partie également des objectifs de l'association. Donc, que vous m'ayez donné l'occasion de dire un mot concernant l'excision. Moi, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, comment dirais-je, les rites initiatiques, la danse, l'accoutrement, tout ça, tout autour, peuvent continuer, mais l'acte en lui-même, je pense que il est temps de dire stop. Alors, toujours en tant que femme africaine, Oui. en tant que présidente d'une association associative, je vous pose encore une autre question. Est-ce que la polygamie en Afrique continue, mais diminue en même temps? Vous, quelle est vraiment votre conception de ce que j'appelle le mariage polygamique? Quel est votre avis? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Bon, pour être né d'un foyer monogame, je ne sais pas si c'est ce qui me donnerait la pierre de lance pour pouvoir condamner la polygamie, non. Mais je me baserais peut-être sur certaines expériences, pas personnelles, mais ce qui est raconté et vécu autour de moi. Donc, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne suis pas pour la polygamie. Ça, au moins, c'est clair. C'est clair, oui. Moi, je pose la question. Et comme nous sommes sur le sujet des femmes, et c'est un sujet qui est devenu très populaire aujourd'hui, et pas que pour le continent, mais à l'échelle internationale, Oui. quel est le rôle que les femmes ont au sein de l'association Malaika? Ben, nous essayons au sein de l'association Malaika de faire la promotion, comme je dirais, la valorisation de
l'art et du don de la femme, de l'encourager, avoir une visibilité, acquérir encore plus de compétences, en plus des compétences intellectuelles, académiques qu'elle puisse avoir. Un savoir-faire, je dirais, manuel autour de la couture que nous faisons. Et tel que j'ai créé les ateliers autour du stylisme de la couture avec les jeunes filles, ce que je faisais, parce que j'ai dû, pour le problème de local, suspendre ces activités. Et aussi, je ne travaille pas seulement qu'avec les stylistes hommes, mais avec les femmes aussi. Depuis quelques mois, j'ai en main une styliste qui vient du Nigeria, que j'essaye de valoriser un peu. Bon, j'ai pas porté la tenue qu'elle m'a cousue, mais j'ai le bout de l'écharpe qui est là. Donc, en fait, je veux que le regard, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle, et je veux que le regard que la société braque sur la femme puisse changer. Et changer, mais vraiment de façon, je dirais, définitive et radicale. Parce que la femme, c'est pas en 2000, comme il y a eu le bug informatique, que la femme a commencé à exister. Elle existe depuis longtemps. Il y a eu des femmes, on peut citer, qui ont eu de grandes prouesses, que ce soit au niveau des chefferies, au niveau, je dirais, de La de recherche, la des guerre, sciences. de la recherche scientifique. Il y en a qui, quand on parle des Amazones, par exemple, en Afrique, tout ça, que ce soit au Sénégal, et j'ai dit au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, il y a des histoires qu'on raconte. Qu'est-ce que les femmes n'ont pas fait dans ce pays? Et même, par exemple, chez moi au Tchad, pendant qu'il y avait la guerre pour la bande d'Aouzou, entre la Libye et le Tchad, les hommes, ils allaient en guerre. Mais c'était les femmes qui restaient à la maison, qui s'occupaient de la famille, qui travaillaient, même ceux qui faisaient tourner, je dirais, la société, l'économie, comment dirais-je, l'agriculture, l'élevage, l'éducation des enfants et beaucoup de choses. Il y avait certaines même qui étaient très prévoyantes parce que les hommes étaient réduits à obtenir, ceux qui travaillaient, les fonctionnaires n'avaient que des demi-salaires, où il fallait faire un effort pour la guerre. Et c'était ces femmes-là qui étaient derrière, qui aidaient vraiment les hommes à pouvoir tenir quand ils étaient au front. Il n'y a pas seulement que ces exemples, que tu prennes l'exemple en Afrique ou soit ici en France, où on te parlera de beaucoup de femmes à l'Académie française et tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Voilà, donc, moi, c'est vrai, aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'il y a des femmes qui prennent leur téléphone, elles font une vidéo et puis elles s'expriment, tout ça, et ça fait qu'on découvre beaucoup de femmes, on découvre des talents. Il y en a qui sont devenus des coachs de vie ou des coachs professionnels et autres, tout ça. Mais je veux dire que la femme n'est pas un laissé pour compte. Chez moi, au Tchad, il y a un adage qui dit souvent Marasakit en arabe, et ça veut dire que la femme, tu n'as pas droit à la parole, tu n'es qu'une simple femme. Et ça, on a vu des Jeanne d'Arc ici en France, des Angela Merkel, je ne sais pas, je ne peux pas citer tous ces noms-là, mais la femme, comme on l'a dit, je ne sais pas si vous êtes chrétienne ou même que ce soit dans la religion musulmane, la femme a été créée comme une aide complémentaire, pas pour qu'elle soit son marche-pied. Donc, pour moi, la promotion féminine, c'est quelque chose à encourager davantage. Alors, je voudrais vous poser avec clarté et netteté une autre question. L'éducation. Mais c'est important l'éducation. En Afrique, au Tchad et ailleurs, il faut éduquer les enfants pour créer des écoles. C'est très important.
Et en même temps, il faut faire que quand ces enfants vont à l'école, une fois qu'ils en sortent, que ça serve à quelque chose. Quel est votre ligne de lutte pour que l'éducation soit réellement sanctifiée au Tchad, au Sénégal, au Mali? Il faut sanctifier l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites des démarches pour ça? Euh, Vous savez, c'est vrai que l'association aura bientôt 10 ans, c'est vrai, mais c'est par de petites actions. Et quand les moyens, les portes qui aujourd'hui nous sont plus ou moins fermées, nous seront ouvertes, tout ça qu'on pourra peut-être avoir la possibilité, que ce soit avec les moyens matériels, que ce soit financiers ou humains, prétendent à réaliser autant de choses qui prendront en compte l'éducation du jeune enfant. Néanmoins, l'une des actions dans le cadre de l'éducation que nous avons décidé d'engager après notre visite au Tchad en 2023, c'est pour des enfants hospitalisés avec de lourdes pathologies qui, de fois, passent 2 ans, 3 ans couchés à l'hôpital, qui sont déscolarisés. Et donc, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait, parce que, ayant discuté avec le DG de l'hôpital, lui, il envisageait plutôt ouvrir des classes dans l'hôpital. Mais nous nous sommes dit que, même j'ai discuté avec l'une des pédiatres qui travaille avec eux, qui est une amie d'enfance à moi, et on s'est dit non, à ouvrir des classes dans un hôpital, ça ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau scolaire. Et l'hôpital ne peut pas devenir une grande école non plus. Non, la solution, c'est de leur offrir une bibliothèque. Dans la bibliothèque, ils pourront avoir des dessins animés, par exemple, des livres qu'ils pourront emprunter. Même les mamans qui sont à leur chevet pourront aussi, à l'occasion, s'instruire, avoir des animateurs qui pourront les aider. Ça, c'est l'une des opérations au niveau du Tchad, je dirais, qui rentre dans le soutien à l'éducation des jeunes enfants. Maintenant, puisque récemment aussi, on a eu un voyage au Sénégal, et là-bas, il y a eu une petite équipe qui s'est formée et qui est en train de suivre les procédures pour pouvoir avoir une autorisation. Et là, le problème qui a été posé, c'est en milieu rural. Il y a des enfants qui sont motivés, qui veulent aller apprendre, qui veulent aller à l'école, mais qui n'ont pas cette chance comme beaucoup d'enfants en ville. Ils vont à l'école, ils ont un chauffeur avec une voiture ou bien il y a le taxi, tout ça. Mais en milieu rural au Sénégal, il n'y a pas de moyens de locomotion. Donc, ces enfants-là partent d'un village à un autre village toute la journée à pied. Après, ils sont fatigués. Il y en a qui abandonnent l'école, tout ça, ils sont désœuvrés. Donc, c'est de voir dans quelle mesure pouvoir leur offrir un ou des minibus qui puissent leur raccourcir le trajet. C'est un peu dans cette optique-là parce que selon les statuts de l'association Malaika pour nos sources de revenus, en dehors de ce que nous fabriquons et vendons, ou des aides, des cotisations ou des subventions qui pourront peut-être un jour arriver, c'est d'organiser aussi des soirées. Donc, lors de ces soirées-là, elles restent à caractère culturel, mais elles peuvent, dans le cadre de cette solidarité à l'international, là, puisque ici en local, on s'occupe des sans-abri, mais à l'international, on veut beaucoup plus s'occuper de la petite enfance ou des enfants pour leur éducation. Parce que c'est pas, même si Mariam Abbal a dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation, de nos jours, je pense que les jeunes garçons, ils sont en perte de vitesse. On voit un peu ce qui se passe dans les rues de Paris. Je ne cherche pas à indexer quelqu'un, mais c'est un point, je dirais, qui le plus souvent est soulevé deux fois par les politiques ici en France, la question des jeunes qui sortent lors d'une victoire d'un match de football pour casser, pour piller, tout ça. Souvent, ce sont les adolescents, ce sont les jeunes garçons qui font. Et
cette question de... J'ai lu un truc, je crois, ce matin sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui posait la question de savoir, est-ce que ces jeunes qui agissent ainsi, est-ce que c'est un problème d'éducation ou est-ce un problème génétique? Pourquoi est-ce que c'est récurrent et que ça se... Vous comprenez? Ouais. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on sort, on casse, on pille. Est-ce que parce que ces enfants n'ont pas de cadre de formation? Est-ce que parce qu'ils ont été formés et qu'ils ne trouvent pas du travail? Moi, je crois que ces métiers de couture et tout ça, c'est des métiers qui ont évolué ici aussi en Europe et après aussi en Afrique, tout ça. Et si on revenait à l'apprentissage, aux métiers manuels, tout ça, c'est un peu ayant, je dirais, à cœur cette question de l'utilité de nos mains, du travail manuel. Je me suis dit, ces petites filles qui traînent dans les rues, deux fois, elles n'ont rien à s'occuper. Si je créais ces ateliers-là, pour que je puisse de temps en temps, 2 fois par semaine, parce que je le faisais les mercredis après-midi quand elles n'avaient pas cours et les samedis après-midi, elles venaient, elles étaient contentes, je leur préparais un goûter, elles se retrouvaient, je leur apprenais la couture, le défilé de mode, des fois je leur mettais un DVD d'un film éducatif qu'elles regardaient, tout ça. Donc, c'est un peu là, comment dirais-je, la petite contribution de l'association Malaika pour élever un peu l'éducation de nos jeunes Mais il enfants. faudrait bien comprendre Oui. que quand vous avez des footballeurs comme Bappé, même les Dembélé, les Mhm. autres, les Pogba, qui, avec d'autres joueurs français, marquent des buts, Mhm. c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il Mhm. faut saluer. Oui. Maintenant, la violence en question. Mhm. Il y a énormément de violence en France par rapport à d'autres pays européens. Mhm. C'est-à-dire que si demain il y avait une équipe, que ce soit belge, que ce soit une équipe espagnole, que ce soit une autre équipe même suisse, quand ces équipes gagnent, il y a moins de violence. Il y a moins de violence dans ces pays. Donc il faudrait que les Français s'inspirent comment ces pays font pour quand il y a la victoire, tout se passe bien, alors que chaque fois qu'en France, nos magnifiques héros sportifs, nos magnifiques footballeurs gagnent, il y a beaucoup de violence. Donc il faudrait effectivement, dans ce domaine-là, que le gouvernement français essaye de tirer des leçons. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je suis très content de voir que dans toutes ces équipes, des Africains émergent. Je suis très content que des Africains émergent dans les équipes françaises. Ce que je souhaite aussi, il faut qu'ils émergent dans la médecine. Il faut, oui, ma chère amie, il faut qu'ils émergent dans la technologie. Je le dis parce que c'est comme ça. Si nos enfants, les Mbappé, les Dembélé et beaucoup d'autres, émergent comme ça, gagnent, ça c'est très bien. Mais il faut aussi que dans ce domaine-là, la technologie, la médecine, l'agriculture, il faut que nos enfants émergent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Ben, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas qu'il n'y a pas dans la médecine, qu'il n'y a pas de jeunes Africains qui émergent là-dedans, hein. Peut-être qu'on ne parlera pas encore d'un lui pasteur africain, c'est ce que vous voulez dire, mais moi je sais que il y a quand même, on en parle quand même, hein, sur le continent, tout ça, des prouesses de chercheurs, de chirurgiens, de médecins africains, tout ça. Et aujourd'hui, le problème de la médecine en France, je crois que vous devrez être au courant, comme en tant qu'homme de médias, cette histoire de numerus clausus, c'est ça, hein. Et le fait, cet entonnoir pour pouvoir entrer en fac de médecine qui est devenu très compliqué avec l'histoire de Parcoursup et autres, tout ça, où l'entrée à l'université dans les études supérieures est devenue très sélective et aussi sur un plan national. C'est pas comme avant où moi, quand je suis arrivée en France au début des années 2000,
J'avais envie de faire de la psychologie clinique après mon BTS assistante de direction. Je suis allée m'inscrire. Aujourd'hui, ça ne se fera pas comme ça. Vous comprenez? Donc, pour vous, il Et faudrait puis, faciliter quand même il aussi faudrait l'accès à ces faciliter. Et fonctions non seulement essentielles. ça, aujourd'hui, les étudiants africains se plaignent parce qu'avant, moi, avant que je ne puisse être naturalisée française, quand j'étais encore étudiante tchadienne, les droits d'inscription à l'université à Paris 7, ça n'atteignait même pas 400 €. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants étrangers, les jeunes Africains qui viennent par Campus France étudier ou par d'autres moyens pour étudier en France, on leur demande des frais d'inscription qui excèdent les 5 000 €, les 3 000 €, et ça, ce n'est que des frais d'inscription. Pourquoi tout cela? Moi, je ne comprends pas. Donc, L'inverse ne se serait pas fait. Moi, je veux dire, les jeunes entrepreneurs français, par exemple, qui vont en Afrique, qui vont à travers le monde s'installer 2 fois, ou bien qui travaillent là-bas, qui ont de bons postes, tout ça, on ne leur demande pas la même chose là-bas. Donc, quand on parle de coopération bilatérale entre les pays africains et la France, tout ça, il faudrait qu'il y ait aussi une certaine égalité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de barrières qui empêchent ces jeunes-là de pouvoir émerger. On ne peut pas comparer le football à la médecine parce que la médecine, tu en fais une carrière où tu travailles jusqu'à tes 60 ans, alors que le football, c'est un talent. Et à partir de 25 ans, 30 ans, tu penses déjà à ta retraite au niveau du football. Oui, Et c'est pas derrière le comparable. football, il y a des lobbies, il y a des mécènes, il y a, voilà, il faut, en fait, aujourd'hui, c'est pas la France qui gère le PSG qui vient de gagner avant-hier. C'est un Qatarite, un milliardaire. Donc, c'est des jeunes qui sont encouragés parce qu'il faut parler de la France, il faut faire briller l'image de la France sur le plan national et international, tout ça. Mais je veux dire, tu as vu combien, là où je prends l'exemple de mon association, je me bats pour que les enfants puissent être initiés à la couture. Peut-être demain, on pourra parler aussi de grands couturiers africains. On en parle, mais pas suffisamment, pas assez. Hein? Justement, pour parler de grands couturiers africains, vous organisez un très bel événement, donc si je comprends bien, la deuxième édition en juillet. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre parrain de cette année? Ah, le grand roi de la SAP, Joe Ballard. Exactement. Monsieur Lassine Camara, il rigole. Ben, je dirais, Joe Ballard, c'est le roi de la SAP. C'est grâce à lui que le mot SAP existe dans le dictionnaire, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. J'ai eu la chance de suivre 2 fois sa biographie et je pense qu'un jour, si vous avez l'occasion de le rencontrer, vous verrez que c'est J'espère. quelqu'un. Ah, mais vous êtes invité à la soirée, hein? Avec grand J'espère plaisir. que vous viendrez. Vous ne travaillez pas quand même le samedi soir. Non, on sera là. Voilà, On sera donc là. c'est le 25 juillet, c'est un samedi à partir de 19 h jusqu'à l'aube. On Et sera là. je pense que M. Lassine Camara aussi pourra faire un tour. Il Hein, sera le là. grand sapeur, M. Lassine Camara. Vous avez vécu votre temps, c'est ça? Non, donc Joe Ballard, c'est par le biais d'un ami musicien, un artiste musicien congolais de Brazza, Bawanda, qui le connaissait très bien et qui, une fois, je parlais justement de mon événement, puisque je fais la promotion du stylisme et de la couture au niveau de la diaspora africaine. Et donc, il m'a passé son contact. Et donc, ça fait depuis 2 ans, une fois je l'ai contacté, j'étais en train de préparer également une collecte caritative pour les enfants hospitalisés, les familles défavorisées pour 2 hôpitaux au Tchad. Et je voulais lui parler de mon événement et l'y inviter. Et c'était comme ça qu'il a accepté de me rencontrer dans un café à la gare de l'Est, en toute simplicité. Et j'étais vraiment
quand je dirais choquée, mais pas dans le sens mauvais du terme, mais plutôt, j'étais enthousiaste de le rencontrer avec ce sens de l'humain qu'il a. Il est généreux, il est à l'écoute, tout ça. Et moi, c'est depuis toute petite, quand j'étais au CP1, au CP2, à l'école primaire en Côte d'Ivoire, que je le voyais sur les couvertures des cahiers. Certains musiciens, quand ils chantaient, comme un psychophiste, quand il chantait Benguet Djobala, tout ça, on écoutait les chansons. On le voyait à la télé, tout ça. Et moi, ça m'impressionnait. En fait, si vous voulez, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'ai fait un peu du mannequinat aussi. Et j'ai participé à des élections de Miss du quartier, de centre culturel et autres, tout ça en Côte d'Ivoire et au Tchad, tout ça. Et c'est un monde, c'est pas, je veux dire, c'est pas que le showbiz m'intéresse, mais tout ce qui tourne autour de l'élégance, de la couture, c'est quelque chose qui me Ça vous passionne. parle, quoi. Voilà, ça me parle depuis toute petite. Oui. Mais ce qui est beau, justement, encore une fois, le message de l'association, c'est de partir de son art naturel, en tout cas de ses aptitudes, et de voir comment, à travers ses aptitudes, on peut contribuer à une échelle un peu plus grande qui nous dépasse, si je C'est comprends ça, bien. Et effectivement. que dans cet événement-là, c'est aussi une façon de le vivre, mais de manière, on se dit toujours, on sait chanter, danser, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance de savoir chanter et danser et de faire tant d'autres choses, Bien sûr. mais de le faire de manière à aussi Être s'instruire utile et à la voilà, société. se nourrir Et intellectuellement soi-même. et les autres. Donc, quel va être le programme de l'événement, en fait, de ce 25 juillet? Bon, au programme, on aura un défilé de mode, des concerts d'artistes soit en live ou soit en playback, des artistes africains ou d'autres artistes surprises qui seront là. On aura bien sûr à découvrir la gastronomie aussi Qui nous africaine ou lie tous, hein, européenne. Voilà. à ça. Et bon, il y aura aussi sur des questions de quiz culturelles sur la culture générale ou africaine pour animer un peu la salle. Et comme on parlait de Joe Ballard tout à l'heure et que je lui ai demandé de s'il pouvait me ramener quelques sapeurs pour une parade et un défilé, peut-être que lors de cette soirée, sera On aura élue cette la femme la occasion. plus élégante de la soirée ou soit l'homme le plus élégant de la soirée On sous va essayer le chapeau de Joe Bala. représenter. Ben, voilà, et mettre en valeur comment dirais-je, la couture, le stylisme africain. Notre art, en fait, parce que Voilà, ça fait notre art. partie de notre richesse aussi, en C'est fait, ça, tout ça. effectivement. Donc, Je voudrais vous poser une question, ma chère amie. Oui, Des objectifs nouveaux de oui. votre association. Il faudrait vraiment qu'on en parle. Des objectifs précis, nouveaux, motivants. Il faudrait qu'on en parle pour que vous puissiez avoir beaucoup d'adhérents. Alors, quels sont ces objectifs précis, nouveaux, motivants, captivants? Il n'y a pas d'objectif nouveau parce que il y a des objectifs statutaires ou soit un objectif statutaire qui est défini lors de la création. Donc, à la création d'une association, il y a des objectifs qui sont définis. Et pour ne pas relancer la machine administrative, nous avons défini 3 grands objectifs de l'association. Là, peut-être qu'on parle beaucoup plus du culturel, mais il y a un objectif aussi, je dirais, social, éducatif et, comment dirais-je, qui relève de la communication en matière de sensibilisation. Et comme j'ai eu à l'apprendre lors de ma formation en communication et en journalisme, ce qu'on appelle informer, éduquer
communiquer la communication éducative. Donc, au sens là, vous m'aviez sur le plateau posé des questions sur mon ressentiment ou ce que je pense par rapport à l'excision, à la polygamie, tout ça. C'est des sujets, je dirais, de société pour lesquels nous, on peut organiser des conférences de presse, inviter un orateur, inviter le public, en parler et en débattre. Donc, peut-être que ça ne pourra pas être la solution globale à nos problèmes de société, mais c'est déjà, comment dirais-je, une solution de trouver. Si on arrive à toucher un petit public et de bouche à oreille, sensibiliser les gens, et c'est en ce sens-là que j'ai décidé de lancer un festival que j'ai appelé la Diaspo Africulture. Et donc, la première édition, la soirée que nous organisons là, c'est la deuxième édition de la Diaspo Africulture. Lors de la première édition, on a voulu mettre en lumière ces deux objectifs de l'association qui sont le culturel par le biais des ateliers de couture, de défilés de mode et autres, tout ça. Et aussi organiser des conférences pour parler des problèmes de dépigmentation dans le milieu africain, parler de l'excision, parler des problèmes de l'AVC, tout ça. Donc, ça rentre dans le deuxième objectif de l'association. Le troisième et dernier objectif de l'association maintenant sur le plan statutaire, c'est l'humanitaire, c'est-à-dire participer par des actions telles que nous le faisons depuis 3 ans, des actions auprès des sans-abri où nous leur apportons à la veille de Noël à manger, à boire, des vêtements, des écharpes, des bonnets pour se tenir au chaud. Et nous luttons aujourd'hui, c'est trouver des moyens, des investissements pour avoir un grand local Après cette avec question. un refuge pour pouvoir mieux écouter ces sans-abri et voir comment, sur le plan socio-professionnel, on pourrait les accompagner. Madame, nous sommes très, très contents, Laetitia et moi, de vous avoir reçu, de vous avoir écouté, de vous avoir donné la parole pour que vous puissiez parler de votre association. Vous avez été éloquente, vous avez été plein d'humour. Ah, c'est très bien. Et nous sommes prêts à vous réaccueillir. C'est-à-dire que quand vous nous jugerez utile, Laetitia et moi, nous serons là pour vous recevoir, pour vous poser des questions. Eh bien, je suis très content parce que depuis le 4, Centre d'accueil de la presse étrangère, on a fait des choses extraordinaires. Des conférences de presse, comment faire pour que la bonne gestion en Afrique soit le maître mot de ceux qui prenaient le pouvoir à l'époque. Je suis fier donc de retrouver une ancienne camarade qui a monté cette association. Nous vous remercions d'être venus sur notre plateau. Et une fois de plus, vous êtes ici chez vous. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, vraiment. Le plaisir est partagé. Et comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les gens, pour qu'il y ait beaucoup d'adhérents, tout ça, moi, je dis, il ne faut pas, c'est pas une vitrine qu'il faut rester de loin pour observer le bon décor, mais ils peuvent venir vers nous. Nous sommes là dans le 13e et nous avons un contact téléphonique aussi, une adresse email, le site internet qui pour l'instant est suspendu, mais vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Association Malaika, soit Malaika Solidaire aussi, qui est un de nos autres comptes. Donc, voilà ce que je peux dire à vous. Et encore un grand merci à vous de m'avoir honoré en m'invitant sur votre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et pour la transmission surtout. Merci Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Oui, merci.